Merci de choisir Financial Afrique pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand débat. 15 000 milliards de francs CFA à lever en 2026. Grosse pression sur le marché financier de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Les pays accélèrent la cadence des emprunts. Les investisseurs de plus en plus gourmands sur les primes de risque. Où va le marché financier de l'Union économique monétaire ouest-africaine? Les éléments de réponse avec Rivorat Simondresi, CEO de la RDE, rencontre des entrepreneurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour Dominique. Je vois que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et que tu as même failli oublier qui je suis, Dominique. Je suis dans les milliards. Ah, d'accord. Et toujours à ma droite, Adam Awad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Merci. Bonjour Dominique, bonjour Rivo, chers auditeurs, bonjour. Alors, je le disais tantôt, 15 000 milliards de francs CFA à lever en 2026. Grosse pression sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cash ou crash. Donc, le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a-t-il réellement la capacité d'absorber 15 000 milliards, je dis bien 15 000 milliards de francs CFA en 2026, sans créer de tensions majeures, Adama? Écoutez, je peux dire oui, parce que déjà en 2025, on a dépassé les 12 000 milliards. Et en 2026, donc, on prévoit exactement 15 143 milliards de francs CFA. Donc, pourquoi je dis oui? Parce que sur le seul mois de janvier, on a levé 1900 milliards de francs CFA avec une souscription très forte qui montre quand même qu'il y a encore de l'appétit, il y a de l'envie. Et deuxièmement, les investisseurs, le potentiel investisseur est largement aujourd'hui sous-employé. Le marché draine encore, je dirais, très peu d'épargne publique et en même temps très peu de réserves des compagnies d'assurance et des institutionnels. Donc, les 15 000 milliards sont à la portée. Maintenant, il y a du travail. Il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la confiance. Il faut que la confiance reste à son niveau au moins de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on croit à ce marché, qu'on croit au retour sur l'investissement et qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'impayés. Alors, donc, je viens du côté de Rivo. Est-ce que c'est parce qu'en 2025, le marché a absorbé plus de 12 000 milliards que forcément, qu'en 2026, les 15 000 milliards pourront être absorbés? Alors, on va parler beaucoup d'argent dans cette émission. Alors, juste en termes de comparatif peut-être demain pour entamer, 12 000 milliards, 15 000 milliards de moins sur ce marché-là, c'est en dollars peut-être pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est une idée un petit peu, c'est aux alentours de 20 milliards. C'est 27 milliards de dollars. Voilà, 27 milliards exactement en fin de marché. Juste pour donner en fait l'ordre d'idée, le marché des obligations, quand vous prenez le marché US et européen, donc le marché US européen corporate public, c'est 50 trilliards, c'est-à-dire que c'est 50 000 milliards de dollars. Donc nous, on est à 27 milliards de dollars, eux c'est un marché de 57 000 milliards de dollars. C'est juste pour donner en fait en termes d'ampleur. Maintenant, je pense que la question pour moi c'est pas est-ce qu'ils peuvent absorber ou pas, c'est qu'est-ce que les États en font de cet argent qui est levé? Je pense que c'est ça la vraie question. Parce que, effectivement, est-ce qu'ils peuvent émettre les dettes? Est-ce que les gens, parce que peut-être on aura l'occasion de revenir, peut-être pour nos téléspectateurs, comment ça fonctionne les marchés, qu'est-ce que c'est les obligations, parce que tout le monde n'est pas nécessairement financier. Mais je pense que la vraie question pour moi, Dominique, ce n'est pas, une fois encore, est-ce qu'ils peuvent ou pas, mais qu'est-ce qu'ils en font? Et depuis les décennies que ce marché a existé, quel est le résultat? C'est plutôt ça en fait que moi je poserais plutôt la question. J'aurai l'occasion tout à l'heure de revenir peut-être à Adama pour expliquer un petit peu pour que les gens puissent un peu suivre quand même le débat parce que c'est un peu plus technique. Alors Adama, je reviens vers vous. Vous l'avez dit, en 2025, le marché a pu absorber 12 000 milliards et donc 15 000 milliards c'est possible. Alors les 15 000 milliards, à quoi vont-ils servir? Écoutez, c'est le marché des titres publics. Ce sont les trésors des États qui empruntent, donc qui sollicitent ces fonds auprès des investisseurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comme on a dit, pour 2026, il est prévu de lever 15 000 milliards de francs CFA, soit 27 milliards de dollars. À titre de comparaison, je ne comparerai pas avec les États-Unis parce que leur PIB montre qu'il n'offre pas d'éléments de comparaison possible avec nous. Par contre, je le comparerai avec les 6 pays de la communauté économique
de l'Afrique centrale, la CEMAC, qui, sur la même année 2026, prévoit de lever à peu près donc 4 000 milliards de francs CFA, 3 900 milliards exactement. Donc, on a 4 fois moins. Donc, ça montre quand même tout le dynamisme et toute l'envergure que l'UEMOA est en train de prendre. Maintenant, vous demandez à quoi serviront ces fonds. Et ces fonds financent nos budgets principalement parce que tous nos États ont des objectifs de levée pour 2026 pour financer ce qui est inscrit dans les lois de finances, pour financer les infrastructures, pour financer aussi le fonctionnement de l'État. Ça fait partie. Et aussi pour refinancer aussi des dettes contractées ultérieurement. Donc, beaucoup de pays sont dans des stratégies de lissage de leurs emprunts. Par exemple, à titre d'exemple, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, sur le mois de janvier, parce que c'est les deux gros intervenants, se sont positionnés beaucoup plus sur les OAT que sur les BAT, c'est-à-dire sur les obligations assimilables du Trésor, plutôt que sur les bons. Parce que les bons, c'est des emprunts à très court terme, et les obligations, c'est des emprunts à moyen et long terme. Donc, ça montre que les pays vont faire reculer le mur de la dette, donc prendre des échéances plus longues pour rembourser les échéances courtes afin de se donner un bol d'oxygène. Donc là, c'est une tendance forte qui s'est inscrite sur le mois de janvier et de février. Et je dirais peut-être on assiste même à une inversion de tendance parce que sur les 2 dernières années, beaucoup de pays qui étaient en assèchement de liquidité avaient privilégié même les BAT. Alors, j'en viens vers vous, Rigo. Tout à l'heure, Adama l'a dit par rapport à la dette, mais ça me pousse à poser une question. Quel serait l'impact de cette levée sur le service de la dette, à votre avis? Alors, peut-être, juste pour préciser, peut-être par rapport à nos téléspectateurs, donc, le OAT, donc, alors, peut-être, juste en termes de pédagogie, juste comment ça fonctionne les marchés financiers, rapidement. Les États émettent ce qu'on appelle les obligations, c'est-à-dire qu'ils empruntent, ils demandent... Les trésors. Ouais. Voilà, les trésors, voilà. Plus précisément, demandent aux institutionnels ou demandent des investisseurs, et là, essentiellement institutionnels, de leur prêter de l'argent. Donc, ils émettent ce qu'on appelle donc des obligations. Et en l'occurrence, sur le marché de l'UEMOA à titre, qui a été créé il y a à peine en 2013, c'est-à-dire que c'est essentiellement souverain. Maintenant, les États, pour que les gens, en gros, leur prennent de l'argent, ils mettent ce qu'on appelle, en gros, c'est un taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'en termes de rentabilité, c'est-à-dire que nous, on veut 100 milliards, du moins, on veut 1 milliard, peut-être pour être plus simple, mais en contrepartie de moins de 1 milliard, le fait qu'on immobilise votre argent, on vous rémunère, en fait, votre argent. C'est ça, en gros, du moins, comment ça fonctionne. Bien. Maintenant, rappelle-moi ta question. La question, quel serait l'impact de cette levée de la dette? Maintenant, c'est-à-dire que quand les États mettent effectivement dans les obligations, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, en fait, le vrai débat, c'est quoi? C'est-à-dire que Adama a commencé à dire, OK, c'est pour, en termes de dépenses de fonctionnement, d'ailleurs, il a souri, 2, pour l'investissement, et 3, potentiellement... De financer. Alors, c'est justement c'est la nouveauté, en fait. C'est ça le 3, en fait, qui est ajouté par rapport à ta question. C'est ça, en fait, qui est nouveau, parce que là, peut-être, on parlera du moins du cas du Sénégal. Malheureusement, donc, j'ai fait quelques recherches quand même en préparant l'émission. Quand vous regardez dans chaque État, donc j'ai regardé un peu le Trésor Sénégal, à Côte d'Ivoire, donc les 2 pays, parce que les autres pays me pardonnent, c'est pas que je ne voulais pas, mais c'est juste, je regardais les 2 premières économies. Ils ne donnent pas, en fait, la répartition claire de ce qu'ils ont fait, en gros, de leur levée, aussi bien pour les BAT que les OAT. C'est-à-dire aujourd'hui, l'État du Sénégal, Adama l'a dit, par exemple, en janvier, on a levé, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui a levé 1 trilliard, donc 1000 milliards. Je pense que le Sénégal a levé 400 ou 500 milliards. On ne sait pas, en fait, en quoi exactement on servait. Mais on peut deviner déjà. On peut deviner. C'est-à-dire que nous avons tous des États structurellement déficitaires. Ça veut dire quoi déficitaire? C'est-à-dire qu'il y a plus de dépenses que de recettes. Aussi simple que ça. Et comme il y a plus de dépenses que de recettes, il faut que vous trouviez en fait un financement pour combler le gap. Et c'est ça, en gros, en fait, de moi qu'ils font. C'est pour ça que je dis que les gens, les États, donc, émettent des obligations pour financer, en fait, d'abord leur déficit. Je pense instinctivement. Je n'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est ça. 2, comme nous avons tous des États endettés, et c'est là la nouveauté du Sénégal, et c'est là où c'est quelque chose que le Sénégal a inventé, ils empruntent énormément sur le marché intérieur, avec les obligations de moitié, pour payer, en fait,
les dettes pour financer la dette externe. Ce qui devient un peu dangereux. Après, il y a tout un mécanisme de qui était mis en place. On ne va pas rentrer, c'est pas le sujet. La dangerosité? La dangerosité, en fait, c'est que justement, c'est ça qu'on a dit, c'est-à-dire que normalement, vous financez de manière interne, donc sous-régionale, pour financer en fait votre économie en fait interne. Mais si vous prenez cet argent-là pour aller payer en fait une dette externe, il n'y a pas de valeur ajoutée en fait, ni pour l'État, ni pour les gens. En fait, si, pour ceux qui prêtent, ils vont demander en fait plus de primes de risque certainement. Et c'est là quand même le Sénégal a initié, à inventer ce mécanisme de financement. Maintenant, le vrai sujet, une fois encore, c'est après une décennie d'existence de ce marché Adama, est-ce que nos États, parce que l'année dernière, on a parlé de 12 trilliards, 12 000 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. D'accord, c'est quand même beaucoup d'argent. Après... Rapporté au PIB, peut-être. Oui, non, mais je veux dire concrètement, parce que s'ils disent effectivement, c'est qu'on emprunte l'argent pour financer, c'est-à-dire que pour faire de l'investissement, améliorer des écoles, améliorer l'infrastructure, faire des zones industrielles, donner plus de marge de manœuvre à votre industrie, bref, faire en sorte que les investissements en énergie finalement puissent coûter moins cher à votre économie, je veux bien. Mais force est de constater que, c'est pour ça que je dis finalement que c'est peut-être une des raisons, je ne sais pas, donc je spécule juste, une des raisons pourquoi ils ne veulent pas donner la ventilation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire lève de l'argent demain sur ce marché interne, quand le Sénégal lève de l'argent, n'oublions pas, le Niger, j'ai regardé le Niger et le Mali lèvent beaucoup également, du moins en interne. Qu'est-ce qu'ils font du moins de l'argent? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait pu s'attendre à ce que quand même, on a vu quelque chose de concret. Mais malheureusement, en tout cas, j'ai pas vu quelque chose de hyper tangible et hyper concret, en fait, sur l'argent que les États, en fait, en ont fait suite à cette levée-là. Alors, je reste avec vous. Vous avez touché du doigt un point très important, les intérêts. Alors, pourquoi aujourd'hui les investisseurs exigent-ils aujourd'hui des primes de risque plus élevées sur les titres publics? Et c'est là l'une des spécificités également de ce marché. Parce que quand les États sortent sur ce marché pour demander, en fait, donc demain ils émettent les obligations, vous n'avez pas ce qu'on appelle ailleurs, c'est ce que, après, il y a ce qu'on appelle les agences de notation. C'est-à-dire, quand les États arrivent, c'est ça la spécificité de ce marché, une des spécificités de ce marché, ce sont ceux qui achètent directement, donc via les intermédiaires, les régies, les banques, c'est eux directement, en fait, qui ont apprécié en interne le risque, en fait. Parce que ça se passe par adjudication. Après, une fois encore, c'est un peu plus technique, etc. Et tout. Donc, du coup, un pays comme le Mali, un pays comme le Sénégal, on n'a pas, en fait, à part les informations, du moins il n'y a pas, en fait, une agence, par exemple, qui note le Mali, qui note le Sénégal, qui dit, OK, le Mali a tel type de risque, le Sénégal a tel type de risque, et on arrive sur ce marché-là, et les investisseurs disent, OK, par rapport à ce type de risque, pour vous prêter, nous, on demande un tel prix. D'où dans les autres marchés, l'existence des agences les plus connues nous disent Fitch et Standard & Poor's, eux, lorsque les États arrivent, ou du moins lorsqu'une entreprise arrive sur le marché, vous avez déjà une notation. Et en fonction de la notation, en fait, le marché dit, OK, vous êtes trop risqué, mais notre prime, c'est comme ça. Vous êtes moyennement risqué, notre prime, c'est comme ça. Et vous n'êtes pas du tout risqué, mais en fait, notre prime est ainsi de suite. Attends, peut-être, c'est une bonne manière, peut-être, demain de l'emmener, bon. Mais oui, effectivement. Oui. Parce que je veux dire qu'il y a des agences de notation. Nous avons sur le marché, depuis 2007, 2 agences qui ont été agréées. C'est l'agence Bluefield et l'agence Wara, qui est maintenant tombée dans l'escarcelle de Moody's. En fait, les agences notent en monnaie locale, et il y a aussi, en plus des agences de notation, des évaluations de risque pays. Donc, ce qui fait que les investisseurs qui interviennent, ils ont dans le tableau de bord une appréciation réelle des risques payés. Et en même temps, et la meilleure appréciation peut-être aussi, c'est au-delà des agences de notation, c'est justement la lecture des ratios macroéconomiques et prudentiels de nos États. Le taux d'endettement, le déficit budgétaire, la nomenclature de la loi de finances. Donc, ce qui fait que les investisseurs qui passent souvent à travers leurs conseillers ou leurs banques, ou bien en direct, les investisseurs ont une appréciation des risques. Et le risque, d'ailleurs, ce qui fait que, d'ailleurs, si vous le regardez très bien, le pays qui lève avec le taux le moins élevé, c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est parce que, justement, une très bonne qualité de risque. Suivi, d'ailleurs, et c'est ça peut-être le paradoxe du Bénin et du Sénégal. Parce que le Sénégal, en dépit
tout ce qui se dit sur sa dette reste quand même, au vu des investisseurs régionaux de l'UEMOA, un très bon risque, comparé justement à des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, d'abord, je reste avec vous. Est-ce à dire que la hausse des taux d'intérêt traduit-elle une perte de confiance ou seulement un ajustement aux nouvelles conditions monétaires? Effectivement, vous savez, le marché est régi par la loi de l'offre et de la demande. Plus la demande en capitaux est forte, plus aussi l'offre en capitaux est équilibrée par cette demande. Et plus les investisseurs exigent des gages pour prêter leur argent. Parce que la star du marché, ce n'est ni vous ni moi rivaux, ce n'est pas l'analyste, ce n'est pas le prescripteur, ce n'est pas le spécialiste en valeur du trésor, c'est vraiment l'investisseur. Et l'investisseur, il apprécie le risque, il apprécie l'équilibre entre l'offre et la demande qui fixe les prix. Et plus, nous étions en 2013, au moment du lancement, ou en 2014-2015, à peine 5 000 milliards. 3 000 milliards au début, 5 000 milliards. Et aujourd'hui, on parle quand même de 15 000 milliards. Donc forcément, ça tire les taux vers le haut. Et deuxièmement, il y a un autre critère, c'est que les pays, leurs bilans se sont dégradés avec le très fort taux d'endettement, avec les risques d'impayés. Donc, ça jette un petit peu une certaine psychose sur le marché. Et tout cela se reflète dans les prix qui sont servis et que les courbes des rendements, etc., qui montrent quand même que, quelque part, les investisseurs exigent des gages, exigent encore des primes de risque pour s'engager. Est-ce que je peux interpeller Adama sur par rapport aux agences de notation? Effectivement, donc il a rappelé, mais est-ce que c'est obligatoire, Adama? C'est juste une demande par compréhension. Est-ce que les agences de notation locales sont obligatoires? Alors, il n'y a aucun marché où les agences de notation sont obligatoires. C'est ça la force des agences de notation. Elles ne sont pas obligatoires. Deuxièmement, une agence de notation n'a aucune responsabilité puisqu'elle émet une opinion. Mais l'opinion a valeur de marché parce que l'opinion de cette agence, sa signature, qui d'année en année, de décennie en décennie, donc c'est imposé sur le marché et constitue un petit peu l'endégage. Justement, on parlait de gage, l'endégage qui permet à l'investisseur d'apprécier. C'est pourquoi l'agence de notation doit d'abord être acceptée par l'investisseur et non par l'émetteur. Donc, c'est le créancier et non le débiteur. Et là, il y a un avantage quand même induit par l'agence de notation. Quand l'agence de notation, par exemple, surtout là, c'est pour les obligations de manière générale, une obligation qui est notée investment grade dans notre marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, cette obligation, elle peut se passer de la garantie. Donc, c'est le seul effet quand même clair et net qui permet de dire, surtout en corporate, vous pouvez émettre sans garantie. Vous savez que la garantie quand même représente un coût. Donc, là, voilà un petit peu le rôle de l'agence de notation. Maintenant, sur le marché monétaire, sur le marché des titres publics, là, nous avons quand même affaire aux émissions les moins risquées pour l'investisseur. Puisque quand même, on peut dire que pratiquement, il n'y a jamais eu de défaut. Il y a eu quelques défauts techniques ici et là, mais donc c'est un investissement sûr pour les caisses de retraite, pour les compagnies d'assurance, et même pour d'autres acteurs institutionnels. Parce que dernièrement, et c'est ça la nouveauté, la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, a décidé, dans sa politique de gestion d'actifs, d'investir massivement sur ces titres publics. Bon, la décision, elle permet de soulager les investisseurs classiques qui sont sur le marché et qui font face à une avalanche de sollicitations de la part des États. Mais là, le fait que la BOAD vienne elle-même en tant que banque régionale, ça donne un effet de levier et ça la permet à travers la BOAD Market Solution qui vient d'être créée d'injecter de l'argent dans les États. Et selon les informations, les deux pays vraiment qui en bénéficient le plus sont respectivement la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors, en parlant de grosses demandes de la part des États, y a-t-il suffisamment d'investisseurs institutionnels? C'est là toute la question. Le problème, c'est que le marché, effectivement, l'IOMOA est créé en 1994. IMOA titre, c'est en 2013.
Donc, nous avons principalement les banques comme interlocutrices de cette demande. Et aujourd'hui, les bilans des banques sont largement exposés aux risques pays, au risque. Il y a eu un transfert de risque entre ces États et ces banques. L'incertitude ou bien le risque majeur, c'est la concentration donc de toute l'offre sur les banques de l'UEMOA. Donc le bilan des banques de l'UEMOA est à questionner donc, par rapport à cette exposition. Mais l'effet dommageable de tout cela, à mon avis, et là Rivon ne va pas me contredire, lui qui est à la tête de la RDE, on sent une sorte d'éviction, en tout cas potentiellement, une sorte d'éviction de l'investissement donc des acteurs privés vers les acteurs publics. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut même se demander est-ce que les banques ne font que financer les États à travers les OAT et les BAT, ou bien il y a de la vie après l'État et après le Trésor. De l'investissement privé, on le voit sur 2025-2024, le comportement obligataire de la Bourse régionale des valeurs immobilières qui est dédié donc à tout type d'investissement, public comme corporate, mais on voit que ça bouge très peu au niveau du corporate. Je pense de mémoire, la dernière émission à laquelle j'avais entendu parler, c'était Sonatel. Donc, pour le PME, n'en parlons même pas. Peut-être à part les placements privés qui se font quand même. Il y a très peu de PME qui bénéficient de ces instruments. Alors, Rivo, vous êtes de la RDE. Je pense que Adama m'a un peu dévancé, mais je vais quand même vous poser la question. C'est votre domaine. Alors, donc, les États de l'UEMOA ne risquent-ils pas, en effet, un effet d'éviction du secteur privé au détriment du financement des entreprises? Vous qui êtes de la RDE. Je n'aurais pas vu ça comme ça. En fait, quand ils ont créé quand même, il faut leur accorder quand même ça. C'est-à-dire qu'autant on peut critiquer beaucoup de choses, la BCAO, lorsqu'ils l'ont quand même créé, c'était pas ça leur objectif principal. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas dire, OK, on va créer un marché obligataire. Là, vous parlez du marché financier en général. Oui, je parle du marché UEMOA titre. Quand ils ont créé, ils ne se sont pas dit, tiens, on va créer ce marché obligataire pour que les banques ne financent pas, en fait, demain les entreprises. Ça, quand même, ça, c'est pas bien. Maintenant, c'est que la réalité fait que les banques privilégient les États par rapport aux entreprises. Donc, restons un peu dessus peut-être demain pour comprendre un tout petit peu. Je vais peut-être faire un petit peu finalement l'avocat du diable. Nous avons des écosystèmes dans la sous-région, donc dans la zone CFA, qui est dominée par l'informel. C'est ici en fait la chose démarre. Quand on regarde aujourd'hui le taux de bancarisation, du moins les taux de bancarisation dans la zone, en tout cas, le Sénégal tourne autour de 10 à 15%, plus un peu, on va dire finalement 30%, peu importe 30%. Mais si on dit 30% de moins pour le Sénégal, ça veut dire qu'il y a 70% de moins qui ne sont pas bancarisés. C'est ça la chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce côté informel, dans la pratique des affaires, dans la zone, parce que c'est vraiment quelque chose de commun, l'informel, en fait, se traduit par quoi? C'est-à-dire que ça aussi, donc, ça, c'est pas bien du moins de globaliser, mais quand même, voilà, on va parler quand même d'une généralité, une tendance que demain je dirais. Les chefs d'entreprise jouent au chat ou souris avec les impôts. Ça veut dire quoi, jouer chat ou souris avec les impôts? C'est-à-dire que pour avoir une déclaration, c'est-à-dire pour payer le moins d'impôts possible, on ne reflète pas nécessairement dans ses vrais états financiers la réalité en fait du moins de son business. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, le contrepartie de ça, c'est que lorsqu'ils veulent solliciter des banques, du moins les établissements de crédit pour obtenir du moins du financement, ils produisent un autre état financier qui reflète davantage en fait la réalité de leur business et dont les ratios sont conformes pour que les banques puissent le prêter. Les banquiers sont comme toi, comme moi, comme Adama, à Dominique. C'est-à-dire qu'ils savent ça, ils connaissent ça. Donc, quelque part, ils ont intégré ce risque-là. C'est-à-dire qu'ils doivent se dire, OK, d'accord, nous, peut-être on peut vous prêter, mais bon, déjà, le fait que ce n'est pas le même chiffre de l'autre côté, mais bon, quand on ne travaille pas pour l'administration fiscale, nous, on regarde en fait midi devant notre porte. Et ça, je pense que quelque part, ils l'ont intégré dans la partie risque. Ils se disent, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait?
est-ce qu'on va financer une belle PME, même qui fait, je sais pas, 10 milliards de chiffre d'affaires, donc peut-être une moyenne entreprise, ou versus, on va mettre cet argent-là, en fait, au niveau de l'État. En sachant que ce PME-là, tel qu'on l'a vu, une fois encore, c'est pas toutes les PME, mais c'est quand même, il faut aussi dire la réalité, une grosse majorité quand même, n'ont pas ce côté de gouvernance. Le côté risque, en fait, il est toujours présent. Donc, ça aussi, en fait. Donc, du coup, quand vous êtes à la tête de ces institutions bancaires, vous êtes soumis, en fait, à des nombres de ratios. C'est vraiment le risque. C'est pour ça que, systématiquement, ils vous demandent un collatéral. Et tout à l'heure, Adama avait fait, du moins, l'a évoqué. Lorsque vous êtes investissement grade, donc là, j'apprends, donc sur ce marché-là, ici aussi, vous n'êtes pas obligé d'apporter, en fait, du moins du collatéral, c'est-à-dire, en fait, du moins de la garantie. Donc, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un calcul simple, Dominique. Qu'est-ce que je fais? Je prête à Adama Co 10 milliards ou je prête à l'État de la Côte d'Ivoire 10 milliards? En sachant que quand ils regardent les tracking records les 10 dernières années, il n'y a jamais eu de défaut. Et ils regardent aussi l'État. Est-ce que l'État peut faire défaut? Maintenant, avec le Sénégal, il faut qu'on se méfie un peu, mais... Non, le Sénégal a jamais fait défaut. Oui, mais je dis, mais bon, vu la tendance, etc. On n'est pas prêt à faire défaut. Non, mais c'est-à-dire que vu la tendance, je dis, c'est-à-dire que... C'est votre lecture propre. Voilà, je n'ai pas dit que l'État du Sénégal va faire défaut, c'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit, mais la tendance, vue, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de spéculation. Il y a beaucoup de spéculation, mais pour le moment, personne à l'intérieur de la zone, à date, là où on enregistre l'émission, n'a fait défaut. Et donc, je pense que c'est une des raisons principales qui fait que les banques, elles ont toutes privilégié le financement de l'État, en sachant que, en fait, c'est un rendement sûr. Et peut-être là, il faut qu'on parle en termes de fixation du rendement, parce que du coup, nos États, maintenant, donc là, je parle un peu politique. C'est quelque chose, peut-être que j'aime pas trop, mais quand même, quelques politiques. C'est-à-dire que pratiquement tous nos États financent les banques. C'est ça, en gros, c'est ça que ça signifie. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnaires, et d'ailleurs, pour que ça soit démocratique, il aurait fallu, pour moi, que ce sont les parlements qui puissent, en fait, les commissions, peut-être un mécanisme en interne, que le représentant du peuple définisse le taux que le pays, en fait, peut supporter. Or, aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais écoutez, les lois de finances sont votées par... Non, mais justement... Et dans les lois de finances, il y a des rubriques qui parlent du programme de la dette. Oui, mais Adama, comme toi, tu sais, c'est-à-dire que c'est pas les parlementaires, ce sont pas les députés qui fixent, en fait, le taux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand l'État du Sénégal émet un BAT ou un OAT... Oui, mais c'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça que je dis. En fait, c'est l'offre et la demande. Non, mais c'est ce que je dis. Donc, un libéral comme ça, donc ça, je comprends. Je t'explique juste, en fait, mon point de vue. Je dis juste que l'État, nos États, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, factuellement, de manière factuelle, nos États financent les banques. Quelque part, même si je vais aller un peu plus loin, ils vont peut-être traiter de gauchistes, tout ça. Nous sommes quelque part les esclaves des banques. Parce que, du coup, tous nos États, parce que les 12 000 milliards que tu as évoqués, 2025. Voilà, de moins 15 000, de moins 12 000 pour 12 trilliards en 2025 et 15 000 milliards en 2026. Ils ont remboursé 9 trilliards. Les chiffres, je ne sais pas, Adama peut-être va me confirmer. C'est-à-dire qu'ils ont remboursé 9 000 milliards. Donc, il reste toujours, en fait, donc 8 milliards, finalement, à rembourser. Donc, pour synthétiser, Dominique, c'est-à-dire que le point, en fait, pour moi, vraiment, je trouve que c'est plus un sujet politique désormais que de moins que c'est un sujet, en fait, économique. Parce que, une fois encore, qu'est-ce qu'on fait de nos banques? Ça, c'est vraiment nos spécificités ailleurs. Sur les marchés externes, les marchés japonais, les marchés européens, les marchés américains, les banques font des deux. Les banques financent aussi bien les États, ils financent aussi bien les entreprises, ils financent en fait tout le monde. Mais il n'y a que chez nous qu'on a ça. Donc, juste pour synthétiser, il faut que les banques, je peux les comprendre aussi, parce qu'ils se disent aussi, mais ils sont que 30% chez nous. En plus, ils ne veulent pas. On fait des choses, ils ne veulent pas venir. Comme ils ne veulent pas venir, allons vers ceux, finalement, qui peuvent nous financer à notre détriment. Mais là, voilà, par rapport à mon propos, peut-être que je reviendrai tout à l'heure, je tire un peu, c'est-à-dire que je pointe un peu du doigt quand même tous mes collègues entrepreneurs, tous ceux finalement donc, qui sont sur le marché. Il y a une part de notre responsabilité qui fait que les banques ne nous financent pas non plus. Ça aussi, il faut qu'on se le dise. Alors, Adama, je viens vers vous. Alors, la concentration des portefeuilles bancaires en dette souveraine constitue-t-elle un risque systémique pour la stabilité financière ou pas? Effectivement, c'est un risque quand même. Toute concentration, le risque qui s'oppose un petit peu à la loi de la dispersion constitue un risque. Maintenant, il faut relativiser parce que les banques financent aussi l'économie. Quelque part, il y a des compartiments qui sont privilégiés. Aujourd'hui, l'import-export, trade finance et tout, ce sont les banques. Tout ce qui est importation de produits pétroliers, importation de céréales, etc., ça passe par les banques. Donc, il ne faut pas occulter ça. Et deuxièmement, les PME,
Mais c'est epsilon par rapport au montant. Non, c'est exactement, c'est pas epsilon, c'est énorme. Nos pays aujourd'hui importent jusqu'à plus de 40 milliards de dollars. L'Afrique dans sa globalité et selon la BAD, jusqu'à plus de 45 milliards de dollars en produits alimentaires. Et ces importations passent principalement par des instruments de financement comme les lettres de crédit et consorts. Et ça, c'est vraiment les banques, quoi. Ce sont les banques. Oui, mais c'est rien du tout. C'est-à-dire que non, c'est énorme quand même. C'est la dernière rencontre des marchés de titres publics à Niamey. Excuse-moi juste. Voilà. Une banquière a dit les banques sont exposées à 93% de cette dette-là. 93%. Non. Donc ce que tu dis là, c'est en fait epsilon. Voilà. Ça représente peut-être. Je reviens sur mes 2 points. Je reviens sur. Effectivement, les banques sont hyper exposées. C'est-à-dire l'encours global, c'est-à-dire les 15 000 milliards, vont être supportés à 93% par les banques. Mais ça ne veut pas dire que les banques ne font pas autre chose. Oui, mais ça montre juste l'importance de la banque par rapport au marché des titres publics. Oui. Ça montre que l'acteur principal, ce sont les banques. Oui. Et les banques, par devers elles, gardent de l'argent des compagnies d'assurance. N'oublie pas que les compagnies d'assurance placent en DAT souvent beaucoup de fonds auprès des banques. Donc, il y a des acteurs qu'on ne voit pas. Quand on dit banque, c'est parce qu'elles sont les collectrices de cette grosse épargne. Oui. Maintenant, les banques, en dehors de cela, qu'est-ce qui fait fonctionner le pays? C'est, pour le Sénégal, par exemple, c'est le riz. C'est aussi les produits pétroliers, le gaz butane. L'arachide. C'est le pétrole raffiné d'une manière générale, tous les segments du pétrole. Donc, tous ces besoins alimentaires et énergétiques sont financés aussi par les banques. Donc, la trade finance représente une grosse activité auprès des banques. Maintenant, il y a en main les PME, le financement des PME, le financement de l'investissement. D'une manière générale, n'est pas assuré. Mais les banques aussi le diront, et à juste titre d'ailleurs, que nous ne sommes pas là pour financer de l'investissement. Il y a d'autres acteurs dans l'écosystème qui manquent peut-être ou qui existent et qui ne sont pas assez nombreux encore, comme les fonds de capital risque, comme le capital investissement. Parce que le premier investissement, souvent, n'est pas assuré par la banque, parce que les banques gèrent d'après les états financiers, d'après les bilans. Et là, c'est là où l'informel, le manque de transparence sur les bilans, le fait que l'information, comme on dit, elle ne soit pas disponible, l'asymétrie de l'information font que sur le marché du crédit, il y a vraiment beaucoup de réformes à faire. Alors oui. Ok, juste pour répondre à maintenant, j'ai parlé pour mes collègues entrepreneurs. Maintenant, je reviens pour les banques maintenant. Parce que ça, quand même, et là, il faut qu'on en parle sérieusement. Par rapport à la concentration de la dette souveraine. Exactement. Oui. C'est-à-dire que voilà des personnes que j'appelle en fait des paresseux. Pourquoi des paresseux? Alors, vous parlez de quel? Des banques en général, c'est-à-dire que des paresseux. Voilà des personnes paresseuses. Pourquoi en fait? Pourquoi je dis ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc en entame de mon propos de manière réaliste, effectivement, il y a un problème d'asymétrie d'information. Ça, tout le monde l'admet. Mais maintenant aussi, il y a des gens aussi quand même qui sont corrects. Il y a des dossiers quand arrivent, les gens, ils font les choses très correctement. Mais ce qu'on constate dans la réalité, c'est quoi? C'est que les banques n'arrivent pas, en fait. Ils ne financent toujours pas, d'abord. Et donc, la question qui se pose, c'est que les banques, il faut qu'ils définissent pour moi, en fait, le rôle chez nous. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Moi, je n'ai pas de souci particulier. Mais nous, on est resté sur le fait que les banques, on va vers les banques pour nous accompagner. Ça veut dire nous accompagner, ça veut dire que on leur présente un projet, ou du moins quelque chose qui existe déjà, ou peu importe, en fait, quelque chose a existé. Et ils sont censés, en fait, le faire. C'est-à-dire qu'ils sont censés le financer. Ils ne sont pas obligés, ils sont censés le financer. Adama a parlé tout à l'heure, finalement, du moins de capital, du moins de private equity, en fait, du moins de capital investissement. Mais c'est juste une chaîne, Adama. Mais la première chaîne, dans les économies modernes, dans toutes les économies, tu prends le Japon, tu prends la Chine, tu prends les États-Unis, tu prends l'Europe, la première structure qui finance l'économie, ça s'appelle une banque. C'est point barre. C'est-à-dire, après, c'est-à-dire que tu as des diversifications. Oui, il faut maintenant voir avec toutes les dettes privées, les capital risques, mais le premier socle s'appelle les banques. Et c'est là où, chez nous, où ça pose problème. C'est que ce premier socle, en fait, n'existe pas. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait? Vers qui on devrait se tourner? Et ces gens-là, c'est en fait paresseux, c'est-à-dire qu'eux, ils préfèrent, peut-être dans la raison, une fois encore, j'essaie d'être équilibré, dans la raison que j'ai évoquée tantôt, dans le sens qu'ils se disent, franchement, pourquoi on va se prendre la tête, peut-être, pardonnez-moi du moins de l'expression, pourquoi on va analyser, on sait qu'il y a des trucs, or que là, la Côte d'Ivoire, même le Mali,
émettent en fait une obligation, on sait que peut-être Wara, comme tu as dit, ou du moins Bloomfield a sorti des notes, on voit, ils n'ont jamais fait défaut. On regarde le montant des impôts, du moins qu'ils ont levé, on sait qu'ils auront l'argent, on sait qu'ils vont nous payer. Mais est-ce que quelque part aussi les banques n'agissent pas de la sorte pour sécuriser leurs capitaux? Non, mais justement, c'est-à-dire que comme ils sont soumis à de la réglementation en termes de ratio, BAL 3, bon, Adama connaît bientôt BAL 4. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, avec le ratio prudentiel, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas engager plus de fonds propres par rapport à leur engagement, il faut qu'ils prennent des... Mais du coup, parce que ta question au départ, c'est que est-ce que ça va engager une catastrophe? Pour moi, il n'y a pas de catastrophe chez nous. Pour la raison principale que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que les taux de bancarisation, en fait, n'est pas comme en Europe. En Europe, ou du moins aux États-Unis, dans les pays occidentaux, les gens sont bancarisés à 99,99%. Vous n'avez pas des... C'est les 1, en fait, qui est désormais, en fait, informel. Chez nous, c'est l'inverse. Et donc, si le système bancaire, le central d'ailleurs, les banques, ils ont joué sur ça. L'inverse. Voilà. Chez nous, c'est l'inverse. Pas totalement l'inverse, il y a quand même un pourcentage. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les banques tremblent parce que, par exemple, le Sénégal, le stress test, peut-être avant de parler du Sénégal, rappelons-nous à l'époque, lorsque la CEDEAO avait suspendu le Mali. À cause du coup d'État. La BCEAO, pas la CEDEAO. Non, c'est-à-dire que la CEDEAO avait suspendu le Mali. D'abord la CEDEAO. La CEDEAO, ensuite la BCEAO. Lyon-moi. Oui, voilà. Bref, en tout cas, ils étaient sanctionnés. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé. Qui a fait pression, en fait, demain pour qu'on lâche? Mais le Sénégal avait fermé, en fait, du moins sa frontière pour importer, pour exporter vers le Mali. Qui a fait pression? Ce sont des banques qui ont fait pression, en fait. Parce que quand la BCEAO a fermé les vannes aussi, les banques disent, attendez, on leur a prêté de l'argent quand même. Comment nous, on va se faire payer? Et c'est comme ça, en fait, que l'embargo, en fait, finalement, petit à petit, finalement, s'est desserré. Donc, aujourd'hui, les banques chez nous, ils ne sont pas exposés vis-à-vis des PME, elles sont toutes exposées vis-à-vis des États. Et donc, une fois encore, par rapport à leur calcul, comme d'habitude, hein, le calcul, c'est les 13 dernières années à Dama. Il n'y avait pas de défaut. Ils se disent, tiens, franchement, un rendement entre 5 et 7, voilà, 5%, ils font leur calcul, on fait tourner comme un bon père de famille. Ça dit que les paresseux, un bon père de famille, ça tourne tranquillement, on nous paye, machin. Bon, le cas du Sénégal, maintenant, le grain de sable, du moins qui arrive. Et quand on regarde Mais de quel grain de sable? Le grain de sable, c'est le grain de sable, c'est que si le Sénégal, c'est ça en fait, en termes de scénario, n'arrive pas à payer l'échéance qui est là, ou du moins les échéances en fait, dont elle fait face cette année. Pourquoi votre exemple est toujours porté sur le Sénégal? Non, parce que le Sénégal, en fait, c'est le Sénégal dont la problématique aujourd'hui. Vous n'avez pas un risque de défaut pour le Mali, vous n'avez pas un risque de défaut pour le Niger, vous n'avez pas un risque de défaut pour le Bénin, mais vous avez un vrai risque, ça ne veut pas dire que ça existe, un vrai risque de défaut pour le Sénégal. Et non pas par rapport aux engagements du Sénégal vis-à-vis de ses dettes internes, donc les dettes de l'euro titre, mais l'engagement du Sénégal vis-à-vis de l'euro-bond. Donc, c'est les obligations vis-à-vis de la dette externe. Et donc, du coup, si le Sénégal fait défaut, renseignement à Dama, l'AFD, l'agence AFD, l'Élysée, je pense que tu as vu leur renseignement, ils ont dépêché, je ne sais pas, à confirmer en tout cas ce que j'ai lu, l'Élysée a dépêché un émissaire localement pour dire finalement, après... Pour un remboursement de 20 milliards. Non, mais attends, c'est-à-dire que le truc, c'est qu'ils ont dépêché quelqu'un pour dire finalement, c'est juste en fait en termes de signes, pour dire, c'est-à-dire que, oui, juste pour le remboursement de 20 milliards, mais l'ont-ils fait auparavant? Ils n'ont jamais fait auparavant. Est-ce que c'est l'Élysée, depuis quand c'est l'Élysée qui joue c'est pas le journaliste, peut-être. Toi, tu peux pour l'AFD. Mais ça ne tient pas la route. Je l'ai lu auprès de l'Élysée. Non, mais écoutez. Attends. Tout ce qu'on lit, on ne doit pas le prendre comme argent. Non, mais je dis juste. Ok, alors. Je retire alors. Ok, alors. En tout cas, ce que j'ai lu quelque part, il paraît alors, c'est-à-dire, voilà, je ne dis pas comme argent comptant. Je dis juste, en fait, là, mon niveau de démonstration, c'est juste pour dire quoi? C'est-à-dire que le Sénégal, c'est le pays, parce que tu me poses la question, pourquoi chaque fois Sénégal? Je te réponds juste parce que le Sénégal représente le prototype de l'État qui est proche en fait du défaut et qui va peut-être causer problème. C'est quelque chose que toutes les banques n'ont pas envisagé jusque-là. Alors, cher Ivo, permettez-moi de m'inscrire en faux. Ok, d'accord. Permettez-moi, parce que quand je vois justement les taux servis sur le marché, les limo à titre, je vois que le Sénégal fait partie des 3 meilleurs risques à côté de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Donc, encore une fois, ce taux, il traduit l'aversion au risque. Il traduit un petit peu l'opinion du marché par rapport à la qualité de la signature de l'émetteur. Donc, ça veut dire que tout ce qui se raconte
sur le marché international par rapport aux eurobonds, qui est vrai. Tout ce qui se raconte là-bas n'a pas encore eu un effet contaminant sur ce qui se passe sur le marché du franc CFA, le marché des dettes du franc CFA, c'est-à-dire le marché des titres publics. Et j'ai une question pour toi. Okay. Voilà. Ça veut dire donc qu'il y a vraiment une déconnexion réelle entre ces deux bords. Sur les eurobonds, il y avait une crainte réelle par rapport à l'échéance de mars. Mais là, selon les informations, selon les bruits du marché, d'ailleurs, le Sénégal a réussi déjà à sécuriser l'argent, en grande partie avec les institutions financières internationales et à la marge avec des emprunts mobilisés sur le marché des titres publics. Donc, précisons, ce serait très difficile et même hasardeux, à mon avis, de prendre de l'argent du marché financier de l'UEMOA en CFA, de supporter le risque de change, de convertir en dollars ou euros et de le rembourser. Je pense que là, ce serait même un effet qui créerait rapidement un déséquilibre sur un autre comportement, c'est le comportement d'échange de la BCEAO. Parce que n'oubliez pas que tout ce système repose sur une chose, c'est les avoirs de l'Union par rapport à sa contrepartie extérieure, c'est-à-dire les réserves de la BCEAO en dollars et en euros. Et la BCEAO encouragerait beaucoup plus les États à émettre à l'international des eurobonds. Je vois que la Côte d'Ivoire et le Bénin l'ont fait, parce que c'est les deux meilleurs risques, et ça s'est très bien passé, pour reconstituer ses réserves, plutôt que l'inverse. Oui. Donc le Sénégal, aujourd'hui, c'est parce que, en dépit de tout ce qui se dit sur le marché des eurobonds, réussit sur le marché de l'UEMOA à garder une très bonne cote de crédit. Oui, mais c'est tant mieux. Contrairement aux pays qu'on a cités, c'est pas pour, on peut quand même le dire, que dans l'ordre, les autres pays, notamment le Mali, d'abord le Togo, le Mali, le Niger et le Burkina Faso et la Guinée-Bissau sont beaucoup plus dans un état favorable que le Sénégal. Alors, nous poursuivons cette émission, ce grand débat. Est-ce que je peux juste en fait en fait, Adama dit, et j'acte, effectivement, donc lui analyse le marché. Il dit que la réalité, ce que les autres investisseurs voient sous l'eurobond, les investisseurs locaux, en fait, refusent de le voir. Pourtant, c'est une réalité. Ils ne refusent pas. Chacun poursuit son intérêt. Oui, mais effectivement. L'investisseur local, lui, il suit son portefeuille. C'est ce qui l'intéresse. C'est pas la politique, monsieur Rivo. Effectivement. Mais je dis juste, finalement, que c'est leur droit. Mais je dis les attentes légitimes. Non, mais c'est leur droit. Mais parce que Dominique m'avait posé la question, en fait, par rapport au risque, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que comment elle avait posé la question, en fait, les risques autour, en fait, des banques. Moi, je dis juste, c'est ça. On l'a, effectivement, jusqu'aujourd'hui, et c'est tant mieux pour le Sénégal, le fait que sur cet état de fait, parce que là, maintenant, on sait que le déficit, en fait, est 170%, etc., et tout, et que on a des déficit entre 130 ou 150% finalement. Le taux de la dette. Non. C'est-à-dire que le déficit en fait budgétaire, c'est-à-dire qu'il estime entre 130 et 150% du moins du PIB. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça que finalement la décote de la honte. Non. C'est-à-dire que si le Sénégal était dégradé à Dama par les agences de notation, ça c'est pas moi. Le Sénégal a été dégradé, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien. Tout à fait. Donc, s'il a été dégradé, pourquoi? Parce que c'est une base macroéconomique ne sont pas solides, ou du moins l'appréciation des agences, comme tu as dit, ils émettent en fait une appréciation sur la situation macroéconomique du Sénégal, avec le fameux dette cachée, n'est-ce pas? C'est une appréciation. C'est une appréciation en dollars. Maintenant, en fait, là où juste en fait, je veux en venir. Rapidement, juste, je veux en venir, c'est que le fait que les banques locales refusent de voir ça, pour moi, c'est leur droit. Mais ça, c'est pas qu'elle refuse. Moi, c'est juste l'expression, si vous pouvez retirer l'expression refuse. Non, mais moi, je maintiens. C'est-à-dire que s'ils refusent de voir, tout en finalement, en ayant en fait une appréciation différente du moins de cette réalité, tant mieux pour eux. Mais à la fin, quand même, à la fin des fins, il faut quand même rembourser. Donc ça va se savoir. Nous poursuivons avec le grand débat d'aujourd'hui. 15 000 milliards de francs CFA levés en 2026. Grosse pression sur le marché financier de l'UEMOA.
crash ou cash. Alors, nous poursuivons. Tout à l'heure, je voulais rebondir sur un point très important. La dette doit générer la croissance pour être soutenable. Alors, dans ce cas, en cas de tension prolongée, est-ce que la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest dispose-t-elle de marge de manœuvre suffisante pour stabiliser le marché? Alors, question technique, je pense que ça, je vais laisser Adama demain pour répondre. Mais moi, ce que je sais, c'est que, en termes d'analyse, une fois encore, je reprends mon propos à l'entame. Quand il fait de l'argent, l'année dernière, c'est 12 000 milliards. Que chaque État, en fait, qu'est-ce qu'ils en font? Quand il fait de cet argent qu'ils ont levé pour eux. Comme une entreprise, après, peut-être, l'analogie peut-être n'est pas bonne, comme une entreprise vient chercher de l'argent au niveau des banques, si les banques veulent bien leur prêter, pour financer un projet. Demain, c'est pour faire de la croissance. Tout à fait. Pourquoi les banques déjà, peut-être pour nos téléspectateurs, pourquoi les banques ne financent pas le fonctionnement? Parce que la banque dit, mais attendez, mais si vous nous prêtez de l'argent, vous venez, Adama vient me voir, dit, OK, j'ai besoin de 100 millions. Mais Adama me dit, OK, les 100 millions pour faire quoi, M. Wade? Les 100 millions, c'est pour payer mes loyers, pour payer mes salariés et pour peut-être acheter des voitures. Mais la banque dit, mais OK, M. Wade, on vous donne l'argent. Mais une fois que vous avez finalement dépensé l'argent, parce que c'est vraiment ça, comment vous allez faire demain pour me rembourser? Vous ne pouvez pas me rembourser. D'où l'investissement. L'investissement est censé, c'est qu'on amène de l'argent et cet argent-là, en fait, doit produire plus que l'argent, en fait, justement pour pouvoir finalement le rembourser. Et c'est là, en fait, pour moi, le vrai sujet avec ça, Dominique. Tout l'argent, finalement, qui est sur ce marché. Où est parti l'argent? Est-ce qu'on a eu des hôpitaux, finalement, qui sont en meilleur état? La réponse est non. Est-ce que l'éducation, finalement, était meilleure? La réponse est non. La preuve au Sénégal, l'histoire des bourses. Une fois que je ne rentre pas sur les polémiques, c'est-à-dire que s'il y a l'argent qui est disponible, on aurait pu avancer. Est-ce qu'on a eu une autoroute aujourd'hui qui relie Dakar jusqu'à Cotonou, demain construite? La réponse est non. Est-ce que le chemin de fer Dakar qui relie Bamako, est-ce que c'était construit justement pour désengorger les routes parce que comme ça, on a 2 voies? Non. En fait, que de long. Quand ils font de l'argent, ils ont fait de l'argent, pour, une fois encore, pour moi en tout cas, pour payer les dettes. Donc, vous empruntez pour payer les dettes. Et 2, c'est pour le fonctionnement. Pour payer le déficit, parce que vous avez un gap, vous dépensez plus que vous ne gagnez, donc il faut bien payer le gap. Et le fonctionnement de l'État. Et le fonctionnement de l'État passe par quoi? Par une pléthore de fonctionnaires. C'est-à-dire que, donc, l'argent qu'on a pris, il va falloir donc trouver un moyen pour le rembourser parce que ça ne nous a pas, en fait, généré de la croissance ni de la valeur ajoutée surtout. Alors, j'en viens vers vous, Adama. Cette question concernant au cas où la tension est prolongée, est-ce qu'aujourd'hui, la BCEAO dispose-t-elle de marge de manœuvre pour suffisamment stabiliser le marché? Alors, moi, je dirais que la tension qui existe en ce moment sur le marché, elle est positive parce que nous assistons à une forte demande de la part des États et à une réponse aussi très forte de la part des investisseurs. Maintenant, on peut dire que entre 2025 et 2026, la croissance de l'encours des emprunts contractés sur le marché des titres publics est de 27%. Donc, c'est trop élevé par rapport au taux de croissance inscrit dans les lois de finances votées par le Parlement. J'insiste bien, le Parlement, parce que les pays, en tout cas pour la plupart, je suppose, ont des parlements qui représentent le peuple. Preuve du contraire, en tout cas. Jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, le bénéfice du doute. Voilà, c'est et ces parlements ont voté des lois de finances où les taux de croissance, quand même, sont les plus forts. 6,3. Les plus forts. Il est 6,3. 6,3 pour l'IOMA. Certains pays sont à 7 à 8%, mais en tout cas, 27%, ça montre quand même que la croissance du budget est beaucoup plus forte que la croissance du PIB. Donc, on assiste à de vraies interrogations sur la viabilité de ce marché qui repose encore une fois sur la confiance. Parce que tout marché a un carburant, c'est la confiance, c'est-à-dire la bonne opinion des investisseurs par rapport à l'état de santé des émetteurs, donc leur espérance légitime de remboursement. Et jusqu'à présent, on peut dire que ce marché, qu'on le veuille ou non, qui est un exemple unique en Afrique, parce qu'il réunit 8 pays, il y a un autre exemple, c'est la CEMAC aussi. Donc ces 2 exemples, ces 2 success stories, on ne veut pas les voir souvent pour des considérations
politique et souverainiste, mais c'est deux unions qui marchent et qui ont démontré que, en réunissant nos forces, en mutualisant nos trésors, en mutualisant nos dépenses, en mutualisant nos investissements, on peut arriver à quelque chose de très pertinent. Imaginez-vous si ce marché n'existait pas, qu'aurait fait le Sénégal? Mais comme le Ghana, Adama. Mais le Ghana a fait, justement, le Ghana a fait défaut. Oui, le Nigeria. On a investi sur la place publique, le Ghana est tombé. Oui. Le Ghana a fait défaut, exactement, a été forcé à la restructuration. Le Ghana oui. a subi les foudres du marché. Oui. Ce qui n'est pas le cas pour le grand des pays. Mais pour grand des pays, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la solidarité régionale qui fonctionne. Le Sénégal aujourd'hui vit aux dépens des banques qui ne sont pas situées au Sénégal, qui étaient situées pour la grande partie en 2025 en Côte d'Ivoire. Et pour 2026, il y a une sorte d'inversion. On voit qu'il y a de plus en plus de souscriptions qui viennent plus de la place de Lomé, Togo, que de la place d'Abidjan. Donc, ça montre quand même que ces mécanismes-là sont très utiles parce que le financement de l'État, c'est aussi derrière le financement du secteur privé, puisque l'État est un acteur, est un agent économique qui a des fournisseurs qui sont pas payés. Qui sont pas payés. Il y a une dette intérieure à régler, mais je pense qu'ils se payent. D'un pays à l'autre, le profil est différent. Donc, ce marché, in fine, revient quand même en finançant les États. Moitié finance l'économie. Alors, pour finir avec le grand débat d'aujourd'hui, donc je vais vous donner à chacun de vous, messieurs, quelques petites minutes pour conclure le grand débat d'aujourd'hui. La dernière question, donc, pour conclure, cash ou crash, simple pression conjoncturelle ou risque de crise, pour finir. Je pense que je suis d'accord avec Adama, comme il a dit tout à l'heure, en fait, ce que l'union fait la force. Ça, on l'a toujours su. Ça, il y a pas de... Merci de me rejoindre. Non, mais bien sûr que oui. C'est-à-dire que qui aujourd'hui dit ça? C'est-à-dire que l'union fait la force. Mais en fait, sur quelle base? C'est juste ça. Ça, c'est le premier point pour moi. Le deuxième point, le mot à titre quand même, effectivement, c'est un exemple en termes d'intégration. Il y a pas mal de choses à parfaire. Par exemple, le fait que ça n'existe pas un marché secondaire, donc pour ceux qui connaissent. Alors, il existe. Il y a même des acteurs. D'ailleurs, c'est pour ça que finalement, c'est pour ça que les acteurs internationaux d'Adama ne viennent pas, parce que ça veut dire qu'il faut attendre à terme, ou du moins c'est un truc à gré à gré. C'est pas comme ailleurs électronique. Non. Tu as des obligations et puis là tu sors. Bon, comme cela c'est conclu, bon, peut-être, je laisse Adama après peut-être pour la partie, mais bon, pour moi en tout cas, c'est une bonne chose. Là où j'attire juste l'attention, c'est que, comme toujours, on a une opportunité, mais nos États ne savent pas saisir cette opportunité. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent. Les gens mettent l'argent à disposition. Mais cet argent, pour moi, doit être investi. Il ne doit pas payer le frais de fonctionnement. Il doit être investi. Il doit améliorer des choses. Or, ce qui n'est pas le cas, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que à mon grand peut-être regret, c'est que cet argent est essentiellement utilisé pour les dépenses de fonctionnement, du moins de nos États, ou du moins pour payer en fait les dettes et non pas pour l'investissement. Et donc, du coup, ça ne répond pas en gros, une fois encore, une fois n'est pas coutume, je salue l'initiative, parce que 10 ans après, c'est ça en termes de stratégie, l'initiative était bonne, l'intuition était bonne, la demande est là, mais malheureusement, les principaux acteurs qui devraient l'utiliser à bon escient, l'utilisent à des choses en fait complètement différentes en fait, et c'est vraiment dommage. Merci pour ce mot de la fin, Rigo. Alors j'en viens à vous, Adama, cash ou crash, simple pression conjoncturelle ou risque de crise? Alors, moi je pense que nous sommes tous d'accord sur une chose, que l'IMOA est une Rolls-Royce. Pas une BYD, mais pas une BYD, une Rolls-Royce comparée à tout ce qui existe en Afrique. Tout ce qui existe en Afrique. La CEMAC, c'est peut-être une BYD parce que la CEMAC suit de près. Deuxièmement, il faudrait maintenant, après cette autosatisfaction, se dire la vérité. Les caisses nationales de retraite, les caisses de sécurité sociale, les institutionnels d'une manière générale, les fonds souverains devraient intervenir massivement sur ce marché. Quand je vois que le Bénin, au terme de réformes audacieuses, réussit aujourd'hui à faire à peu près 1200 milliards de francs CFA au niveau de sa caisse de retraite, et à dépasser le Sénégal, qui compte quand même 18 millions d'habitants, je me dis qu'il y a de la marge pour la progression. Beaucoup de ces caisses investissent dans le DAT,
Bon, ça revient souvent sur le marché. Mais pour les dépôts à terme qui sont rémunérés, donc à des taux qui sont intéressants, fixes, mais à des taux moindres quand même par rapport au taux du marché. Deuxièmement, beaucoup de ces institutionnels investissent encore dans l'immobilier. Donc, on présente des bilans peu liquides. Par exemple, et là, c'est vraiment le cas de pas mal de pays. Il faudrait que cet investissement dans l'immobilier, dans l'illiquidité, soit transformé en investissement liquide pour permettre de fluidifier l'épargne et en même temps de répondre à leurs besoins, parce que ces caisses de retraite servent des pensions, servent des prestations sociales. Et il en est de même pour les compagnies d'assurance. Je l'ai dit, les compagnies africaines d'assurance FARA viennent de tenir leur 39e assemblée et en même temps de fêter leurs 50 ans d'existence. Donc, ces compagnies interviennent, mais elles peuvent intervenir 10 fois plus. Il y a donc un effet de levier inexploité à ce niveau. Et sur ça, il y a des réformes à faire parce que leurs investissements sont très restreints, très soumis à des normes, donc ce qui fait que c'est très difficile qu'elles interviennent. Et là, c'est la CIMA qui est l'organe donc qui fédère les 14 pays et qui est basé à Libreville. C'est à la CIMA de prendre les mesures idoines pour permettre aux compagnies d'assurance d'affilier en masse. Et troisième point, très très important, mon cher Rivo, c'est le secteur informel. Il y a une épargne qui circule à grand V entre Sandaga et Abobo, dans tous nos marchés, et cette épargne-là, on a toujours regardé de haut, de peur d'être éclaboussé, on leur a toujours opposé donc les risques de blanchiment, les risques de fraude. Or, cette épargne, elle est indispensable, c'est l'épargne de l'économie réelle, l'épargne des familles. Il faudrait que nos banques puissent trouver les solutions de canaliser cette épargne et d'enrôler donc les porteurs de cette épargne pour, une inclusion sociale, une inclusion financière, et deux, donner encore plus d'oxygène à ce marché qui est indispensable pour mener à bon terme les programmes de développement de notre pays. Merci Adam Awad pour ce mot de la fin. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Financial Afrique. Merci également à Rivo Ratimondresi pour sa présence sur ce plateau. CEO de la RD rencontre des entrepreneurs. Merci surtout à vous pour la fidélité renouvelée à Financial Afrique jour après jour. C'est la fin du grand débat d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro. Mais d'ici là, prenez soin de vous.